Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Il y a des histoires qu'on se raconte de génération en génération et qui font partie de notre patrimoine. Et puis soudain, un fait vient réveiller ces vieilles légendes somnolentes. Et tout à coup, ces histoires qui erraient dans nos esprits, comme d'autres fantômes errent, certaines maisons prennent une ampleur particulière, une ampleur inattendue. Aujourd'hui, le passé va se confronter aux chasseurs de fantômes. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors des chasseurs de fantômes, c'est pas que dans les films, c'est pas des charlatans. Non, c'est une histoire vraie que je vais vous raconter. Oui. L'histoire du presbytère maudit du village de Borlée. Où se trouve ce presbytère ? Dans le village, donc de Borlée, Oui. pourquoi riez-vous, Oui. dans l'Essex, au nord de l'embouchure de la Tamise. C'est une région réputée pour ses cochons. Oui. Il paraît qu'ils engraissent très vite. Mais figurez-vous que dans l'Essex, il y a une ligne de collines qu'on appelle les collines de Gog et Magog. Or, Gog et Magog, dans la Bible, c'est la personnification du mal. Oh mon Dieu. Et près du petit village de Borlée se trouvaient autrefois 2 monastères. Un pour hommes, un pour femmes. Les vœux monastiques sont une chose, l'être humain en est une autre. Oui. Un moine aima une nonne. Ils se rencontrèrent au cours de cérémonies communes Ah oui. et ils décidèrent de s'enfuir. Et une nuit, la porte de derrière du monastère féminin s'ouvrit. La nonne sortit. Et elle vit s'avancer à sa rencontre son amoureux qui lui dit « Viens vite, une calèche nous attend ». Malheureusement, ils avaient été vus. Un groupe de paysans arriva et ils sont morts lynchés. Un moine et une nonne, ça ne se fait pas. Cela se passait au XIIIe siècle et depuis on dit qu'à Borlée, on voit les 2 corps ensanglantés qui circulent sur la lande, pendant que circule une calèche qui cherche désespérément les 2 personnes qui lui avaient donné rendez-vous, et cette calèche serait conduite par un cocher sans tête. C'est la légende de la nonne sanglante Ouais. qui a été reprise notamment dans le grand roman gothique Le Moine de Mathurin Lewis. Et cette légende courait toute la campagne depuis, soi-disant, le XIIIe siècle. Oui. Mais le XIIIe siècle, c'est loin. Et voilà qu'en 1863, Donc 600 ans après. oui, l'autorité ecclésiastique s'aperçoit que les couvents ont disparu depuis longtemps. La nonne sanglante, d'ailleurs, il y a aussi quelques temps qu'on ne l'a pas vue. Oui. Mais il manque un presbytère dans le village de Borlée. Un pasteur est obligé de venir d'un village voisin pour célébrer les offices. Donc, on missionne le révérend Bull, un homme très bien, il était père de 14 enfants, en lui disant « Vous vous installez à Borlée, vous bâtissez un presbytère, sans doute que ces 14 enfants l'ont aidé, et puis vous apporterez la bonne parole aux âmes du village, et accessoirement, vous essaierez d'éradiquer cette légende de nonne sanglante, qui tout de même fait pas très bien dans le tableau. Un moine, une religieuse, un moine. » Le révérend Bull fit son travail très tranquillement. Tant qu'il fut en charge de la paroisse, pas le moindre problème. Il mourut saintement. Ouais. On l'enterra religieusement. Il était raide, Bull. Voilà. Et figurez-vous, il était raide après sa mort, forcément, c'était pas dopé. Et figurez-vous qu'il eut pour successeur son fils. Enfin, un de ses fils. D'accord. Le Devenu révérend pasteur, lui Bull aussi. Junior, Oui, d'accord. qui était là en 1900. Et là, en 1900, il est bien possible que la nonne sanglante soit revenue faire un tour. C'était donc le début des mystérieux phénomènes qui allaient marquer le presbytère pendant
Vous m'écoutez, Emmanuel? Oui. 40 ans ou presque. D'accord. Des phénomènes dont on va avoir connaissance dans un instant dans les clés du mystère. Nous sommes à Borlée, dans un petit village de l'Essex, c'est-à-dire au nord de la Tamise. L'histoire de la nonne sanglante, on ne l'a pas oubliée. Elle a existé au XIIIe siècle. Et cette histoire va faire couler encore pas mal d'encre, Yves. Oui, parce que donc en 1900, 600 ans, 700 ans après. le révérend Bull Junior, fils de son père et fils de pasteur, est là. Et un jour, il reçoit un paysan qui lui dit: en rentrant des champs tard le soir, j'ai vu la nonne sanglante et j'ai vu la calèche qui tournait en rond qu'il a cherché. Avec le cocher toujours qui Le n'a pas de cocher tête. sans tête. Mm. Pour le révérend Bull Junior, c'est un échec, puisqu'il ne faut pas oublier que son père avait été nommé là presque 40 ans auparavant, Oui. avec entre autres pour mission de faire oublier cette légende. Voilà qu'on vient la lui rapporter. Qui plus est, ses filles disent, ces deux jeunes enfants, 11 ans et 9 ans, qu'elles ont vu le fantôme de la religieuse sur la pelouse du presbytère. Très mauvais tout ça. Rumeur, un certain nombre de paysans commencent à dire: si nous devons rencontrer le pasteur, il viendra chez nous. Nous n'allons plus au presbytère, parce qu'on ne veut pas croiser la nonne sanglante. Le révérend Bull Junior se met au travail avec toute son énergie, avec toute sa foi, et il réussit à ramener le calme. On ne parle plus de fantômes et on se moque même de ceux qui prétendraient l'avoir vu. D'accord. Et puis, à son tour, il meurt, on l'enterre. Les années passent sans le moindre incident. Et en 1929, à Borlée, 30 ans après. il y a un nouveau pasteur et il s'appelle Smith. Et ce pasteur-là, au début de l'été, 1909, il se sent mal dans sa peau. Peut-être faisait-il simplement une dépression. Mais ce n'est pas ce qu'il pense. Il pense qu'il y a des forces mauvaises, que les forces du mal sont en train de le guetter, de le menacer. Bon, un psychiatre athée, surtout, dirait bon qu'on le soigne. Oui, bien sûr. Mais il ne s'agit pas d'être athée, c'est un pasteur. Donc on peut faire crédit à sa sincérité, même s'il s'agit d'une maladie mentale. Toujours est-il que le pauvre révérend Smith écrit un journal au Daily Mirror. Et il dit, écoutez, voilà, je crois que mon presbytère est hanté, qu'il se passe des choses. Le rédacteur en chef du journal reçoit la lettre. Moi, révérend Smith, presbytère de Borlée, j'ai l'honneur de vous faire savoir que. Et le rédacteur en chef sent l'odeur de la feuille de chou qui va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires. Oui. C'est bon coco. Et immédiatement, il envoie un messager à Harry Price en lui disant: vous devez, monsieur Price, vous rendre sur les lieux au nom du journal. Qui est Harry Price? C'est un ghost killer. C'est un célèbre chasseur de faux médiums. Il est très très connu en Grande-Bretagne. Un chasseur de faux médiums. De faux médiums. C'est un illusionniste au départ, un Oui. illusionniste de profession, et il s'est fait comme spécialité de dégonfler les ectoplasmes artificiels, de prendre sur le fait les faux voyants, et ainsi de suite. C'est une célébrité. C'est, si vous voulez, notre Gérard Majac, l'équivalent de notre Gérard Majac, que je salue, parce que c'est un bon copain. Clin d'œil à Gérard. Et donc, Harry Price, c'est la gloire. Harry Price prend les choses en main. Ce presbytère, j'aime autant vous le dire, qu'on va le nettoyer. Au Karcher. Et que s'il y a... je ne sais pas si l'engin existait à l'époque. Oui. Autrement dit, Harry Price à Borlée, c'est la compétence et le prestige qui débarquent. Et le 12 juin, les choses vont très vite. La lettre du pauvre révérend Smith date du 9. Le 12 juin, Harry Price débarque à Borlée, mais il n'est pas tout seul. Oui.
il n'est pas tout seul. Il apporte des caisses remplies d'enregistreurs, de caméras, d'appareillage infrarouge, tout ce que vous voulez pour piéger les fantômes, surtout s'ils sont faux. Eh bien, les fantômes attendaient le Ghost Killer. Et Oui. le premier affrontement a eu lieu dans les heures qui ont suivi. Un affrontement, vous avez bien entendu, un affrontement. Allez, la suite dans les clés du mystère dans un instant. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Dans les clés du mystère, il est question cet après-midi de chasseurs de fantômes. Nous sommes en Angleterre. Et là, Yves Lignon, vous parlez d'un affrontement entre donc ce chasseur de fantômes qui s'appelle Harry Price, c'est bien ça, et qui arrive dans ce presbytère. Avec tout son matériel. Jusqu'à présent, et depuis des années, il n'y avait que des rumeurs, des légendes. On a vu la nonne sanglante le soir sur la lande. La calèche conduite par le cocher sans tête est passée. La nouveauté, c'est que le pasteur titulaire, donc le révérend Smith, s'est dit envoûté. Et c'est ce qui a provoqué la venue d'Harry Price avec son artillerie lourde. Mais s'il y a des fantômes, s'il y a des esprits, on ne les provoque pas impunément. Harry Price arrive le 12 mars 1929 au matin, et toute la journée, ce sont des phénomènes paranormaux qui se succèdent. Il y a des témoins ? Il y a des témoins, parce qu'il vient avec une équipe, il y a des enregistrements, bombardements de cailloux, objets qui se déplacent tout seuls, coups qui sortent de derrière un miroir, et c'est comme ça toute la journée. On a à peine installé tout le matériel que le paranormal se déchaîne. Vous allez me dire, il manque les apparitions. Mais heureusement, la bonne du pasteur, le soir, dit qu'elle a vu la nonne sanglante. Bon, le compte est bon. Eh bien, le croyez-vous, Harry Price se replie. Il se replie immédiatement. A-t-il peur? Se juge-t-il mal équipé? Ouais. On n'en sait rien. Il se replie. Et C'était un célèbre chasseur de fantômes Voilà. en Angleterre. voilà, mais t'as tout ce qu'il a vécu dans Mais là, cette journée du 12 mars. C'est trop pour lui. Il rentrait dans une pièce, le service AT se déplaçait sous son nez. Il passait devant un miroir, il entendait des coups derrière le miroir. Trop, c'est trop. Oui. Le révérend Smith, je dois le dire, se replie aussi. Ah oui, tout le monde se replie. Il prend sa retraite. La poudre d'escampette. Il prend sa retraite. Mais il y a un perdant dans l'affaire. C'est le journal qui a financé Harry Price, parce que si tout le monde s'en va. Donc le journal, il faut bien le dire, on rajoute un peu. Les curieux commencent à défiler à Borlée pour essayer de voir la nonne sanglante ou les services athées se prendre la poudre d'escampette. Il faut dire qu'Harry Price aussi, à qui on a fait remarquer qu'on l'avait assez grassement rémunéré pour une capitulation au bout d'une journée, Oui. revient aussi de temps en temps, mais il ne se passe rien de notable pendant plus d'1 an. Jusqu'à ce que le 16 octobre 1930, un nouveau pasteur arrive. Disons qu'il y a un turnover là-dedans. Oui, bah oui, dites, mais vous y resteriez, vous, si vous étiez curé? Bon. Donc, le révérend Foyster s'installe. Oui. Alors là, le pauvre homme va tenir 1 an. Et quand je dis qu'il va tenir 1 an, ce n'est pas au milieu de phénomènes parapsychologiques, c'est littéralement au milieu de l'épouvante. Ah oui, c'est vrai. Et on se demande comment il a fait Pour résister pour pendant un an. rester si longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, aussi bien l'ecclésiastique que ses proches s'abonnent, que les touristes qui viennent de plus en plus nombreux parce que le journal en rajoute, que même Harry Price qui, comme je l'ai dit, vient faire un tour, ben ils ont de quoi dresser un catalogue. Les portes qui sortent de leur gonds toutes seules, les volets qui se déglinguent, les pluies de pierres aussi fréquentes que les averses en Cornouailles, des lumières qui apparaissent brusquement à vous congeler le sang. Il faut dire qu'à côté de ça, le Grand Guignol, c'est du truc pour amateurs. Mais si je dois rester un honnête chroniqueur scientifique, Oui. puisque j'étais pas encore né, il faut quand même que je dise que personne ne contrôle tous ces récits. C'est les gens qui vont, qui viennent. Donc il y a un petit groupe qui vient,
qui dit « Oh là là, on a vu les volets sortir de leur gond ». Le journal le répète, donc un autre groupe vient, etc. Et on peut même se demander s'il n'y a pas un début de concurrence à qui aurait vécu le plus terrible. Et que fait Harry Price pendant tout ce temps ? Il fait des allées et venues, sans arrêt, mais il semble bien vraiment que les esprits, les fantômes, est-ce que je sais moi, l'ont dans le nez. Parce que quand il est là, les phénomènes s'intensifient. Il y a des briques volantes, ce ne sont pas des briques volantes, ce sont des bataillons de briques volantes. Carrément. En sa présence. Et ça dure 2 ans. Voilà. Le phénomène le plus terrible se produit peut-être en janvier 1932. Parce que un groupe de touristes entend une voix terrible. Et cette voix dit « Ne riez pas à l'avance, Emmanuel. Oui. Le révérend Bull est mort et vous n'êtes qu'une bande de cinglés. » La messe est dite, on peut le dire. Hein. Allez, la suite dans les clés du mystère dans un instant. Nous sommes dans le presbytère le plus hanté d'Angleterre, avec une succession de phénomènes paranormaux qui durent d'année en année. Ça va durer combien de temps, ça, Yves ? Jusque en 1939, nous Oui. allons le voir, on a recensé en tout plus de 2000 manifestations supposées paranormales. Oui. C'était sans arrêt. Et D'après les dires. En particulier en présence des touristes, dont moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont rajouté dans leur récit, et surtout d'Harry Price, qui lui n'était pas un touriste, mais était un illusionniste, un chasseur de faux médiums, un débunker d'histoires de fantômes. Or, curieusement, notons-le déjà, quand Harry Price était là, parce qu'il faisait des allers et retours, les phénomènes s'intensifiaient. On voit bien sûr des formes humaines qui circulent. Mais ce sont surtout des cailloux, des briques, etc. Et bien, finalement, après cet avertissement donné par la voix mystérieuse en janvier 1932, eh bien, Harry Price se retire. Est-il impressionné ? A-t-il peur ? Et il laisse la place à des groupes spirites qui vont occuper le terrain et essayer de dialoguer avec les soi-disant esprits. Autrement dit, si esprit il y a, on leur laisse le terrain. Parce que le révérend Foister, on a compris que, ayant tenu 1 an au milieu de tout ça, il a aussi demandé sa mutation. Donc des spirites viennent régulièrement pour dialoguer avec les esprits. Et dans le fond, ça revient à reconnaître que les esprits, ou soi-disant tels, sont désormais les maîtres des lieux. Alors les touristes viennent toujours, mais il faut dire qu'ils ne voient plus grand-chose comparé à la période précédente. Quant à Harry Price, il fait plus trop parler de lui. Les spirites, donc, sont peut-être dans une espèce de guerre de position avec les esprits, une guerre froide. On se rencontre, on dialogue, on fait une table tournante dans le presbytère. Et les spirites vont prétendre qu'ils ont réussi à établir le contact avec la nonne sanglante. Allons bon. Rappelons quand même, la note sanglante, c'est celle qui avait été tuée Par des 700 ans avant par des paysans parce qu'elle voulait s'emmouracher avec un moine. Et dont le fantôme errerait sur la lande autour de Borlée. Donc les spirites établissent le contact avec la nonne sanglante, qui décline son identité, qui dit de mon vivant j'étais française et qui donne même son nom. Elle se serait appelée plutôt Marie-Laire. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Et vous savez ce que vaut une séance de table tournante, Emmanuel. Je crois que vous connaissez. Et donc, on fait le compte, je vous le disais, ça fait 8 ans que ça dure maintenant. On a ramené un peu de calme grâce aux groupes spirites qui viennent dialoguer avec les esprits. Mais de toute façon, c'est un dialogue du type guerre froide. De temps en temps, il y a de nouveau une brique qui vole. Et donc, on fait le compte. 2000 manifestations paranormales. Et puis, 27 février, nouvelle séance de spiritisme. Un médium amené par les spirites entre en transe. Oui. Il prend
une voix sépulcrale Oh mon Dieu. pour C'est dire, sépulcral. je vais vous le citer Oui. exactement, Une voix d'outre-tombe, oui. Borlée, le presbytère, sera entièrement détruit avant l'été de l'année prochaine. Ah, dis donc. Et cette voix d'outre-tombe s'exprime le 27 février 1938. Alors, Ça jette un froid. ça jette un froid, surtout que ça va être chaud. Oui. Plusieurs autres évocations permettent à cet esprit qui se fait appeler Sunek Samur et qui a toujours, par l'intermédiaire du médium spirit en transe, la même voix sépulcrale, l'esprit annonce une date. Oh. Borlée, le presbytère, disparaîtra le 27 mars 1939. Un an passe, Oui. et ayant appris la nouvelle, vous vous en doutez, Harry Price déclare « Je reviens le 27 mars 1939, Donc, jour J. dans un an, ou presque, moi, je serai là avec mon matériel et mes assistants. » Sud Radio, les clés du mystère. Angleterre 1938, dans un presbytère, des phénomènes paranormaux extraordinaires et une voix tonitruante et sépulcrale qui annonce que dans 13 mois, finalement, le presbytère va disparaître. 13 mois plus tard, on fait venir le chasseur de fantômes le jour J. C'est bien, ça arrive. Exactement. 29 mars 1939, c'est le dernier duel. C'est l'affrontement définitif entre les esprits et le chasseur de fantômes. Et là, ça va être un grand spectacle. Ça va cogner. Ça va être, pour les amateurs de l'Edgar Poe, revu par Roger Corman. Ça va tenir de la chevauchée des Valkyries et du massacre de la Saint-Valentin. Ah oui, À carrément. minuit exactement, pas à minuit 1. Oui. À minuit exactement, Harry Price et ses assistants doivent évacuer précipitamment les lieux. Le presbytère est en train de prendre feu. Il s'embrase d'un seul coup. Sans raison apparente. Sans raison apparente. Ils sont à l'extérieur, le pauvre Harry et ses collaborateurs, et ils le voient qui s'effondre sous les flammes. Mais au milieu des flammes, ils voient aussi des êtres étranges Oh. qui ont l'air d'être humanoïdes, qui dansent une espèce de sarabande. Ah bon. Je vous dis, il ne manque que la musique wagnérienne. Ouais. On ne peut pas trouver séquence finale plus somptueuse pour une histoire de maison hantée. Mais évidemment, à partir du moment où tout est brûlé, Il ne reste plus rien. les esprits, si esprit il y a, ont décidé de l'interruption définitive du spectacle Oui. par élimination de la salle de spectacle. Oui, oui. Et donc, il n'y reste plus que des pentes de mur. Harry Price va-t-il renoncer ? Bof, le cœur n'y est plus vraiment, après ce qu'il a vécu, le pauvre homme. Alors il revient de temps en temps. En 1943, il découvre des ossements. Est-ce que ce serait ceux d'un homme fantôme ? En avril 1944, il revient faire un tour au milieu de ces ruines. Les esprits lui font comprendre qu'ils sont toujours là parce qu'il y a une brique qui passe. Les briques de Borlée sont presque aussi célèbres que les phénomènes dans leur ensemble. Bien entendu, les touristes continuent. Le presbytère maudit, celui qui a brûlé tout seul pendant que des êtres diaboliques dansaient. Alors on vient voir. Et ces touristes vivent quelquefois des moments difficiles. Faut dire aussi que les touristes en question ne font pas forcément preuve d'une grande lucidité d'esprit. Ah bah évidemment. Ainsi, il y a un monsieur Croft qui vient voir, Oui. qui prend des notes et qui perd son crayon, et qui dira « ce sont les esprits qui me l'ont pris ». Les rumeurs reprennent. On dit qu'on entend rouler la calèche fantôme avec son cocher sans tête. Mais enfin, tout ça, c'est vraiment plus grand-chose. Il y en a même quelqu'un qui dit « oh mais la calèche, je l'ai vue », et ensuite elle s'est élevée dans les airs, elle s'est désintégrée. Oui. Bon.
Bon, plus personne ne le prend au sérieux. Oui, l'imagination des gens est Voilà. fertile. Harry Price revient de moins en moins souvent. Il n'y a plus rien de ces 2000 phénomènes paranormaux. Il ne reste que des ruines et des histoires à dormir debout. Et puis, en 1948, Harry Price meurt. Il a 67 ans. Et donc il meurt sans avoir trouvé la solution. Si c'était truqué. Il meurt aussi sans avoir reconnu qu'il avait affaire à des esprits, à du paranormal. D'accord. Il dit simplement, il meurt en laissant tomber. Mais à ce moment-là, après la mort d'Harry Price, la véritable enquête scientifique va pouvoir commencer. Alors là, on est en plein dénouement de l'histoire, évidemment, de l'histoire de ce presbytère hanté, brûlé. Le chasseur de fantômes vient de mourir. Rappelons qu'il était le premier témoin, finalement, Il Harry était Price. le premier témoin et le principal témoin. Oui, Et rappelons surtout qu'il travaillait seul. oui. Donc Il- peut-être même le principal intéressé. Exactement. Oui. Et il ne cherchait pas de collaboration scientifique. Il disait, c'est moi, Harry Price, le chasseur de fantômes, Célèbre en avec mon Angleterre. équipe, avec mon matériel, et je suis assez grand pour m'occuper même d'un presbytère hanté. D'accord. Et donc, quand il meurt, heureusement, les équipes scientifiques peuvent arriver. Or, il faut dire qu'en matière de parapsychologie, en Grande-Bretagne, on est bien équipé, question équipe scientifique, puisque c'est dans ce pays qu'a été fondé le premier laboratoire de parapsychologie en 1882, la Société de recherche psychique. Et donc, dès qu'Harry Price, par la force des choses et pour cause de décès, laisse le terrain libre, 1948. voilà, 1948, l'ASPR envoie une équipe d'enquêteurs qui vont mettre 10 ans à tout disséquer. Et au bout de 10 ans, la conclusion sera formelle. Tout était truqué Oh, c'est horrible. et l'auteur du trucage Harry était Price. Harry Price lui-même. Il faudra 10 ans d'enquête pour en arriver là. Quelle horreur. Hein. Mais c'est sans ambiguïté. Alors, je vous passe peut-être les détails, non, je ne vous les passe pas, Non, Emmanuel. non, ce Ça serait a dommage. commencé, les enquêteurs ont fouillé les caves du presbytère. L'incendie les avait laissées intactes. Et ce qui est assez fréquent. Mais dans les caves, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des caisses avec des accumulateurs, des fils électriques, des lampes, et tout le matériel, Il n'a pas fait disparaître sous son matos. il l'a oublié. C'est incroyable. Tout le matériel utilisé pour faire apparaître des fantômes au music-hall, comme on le faisait à l'époque. Quelle honte. Alors, ça a été la première révélation de l'équipe scientifique. Ça a été un coup de tonnerre, évidemment, Énorme, mais oui. ce coup de tonnerre a délié les langues. Ah, De vieux paroissiens se sont souvenus que dès sa construction, le presbytère était infesté par les rats. Ça expliquait les cavalcades mystérieuses qu'on entendait la nuit. d'accord. Un chauffeur de car pour touristes, vient se confesser. C'était lui, la voix mystérieuse qui avait dit « Le révérend Bull est mort et vous êtes tous cinglés ». Il était payé par Harry Price hein. Non, il n'était pas payé, lui. Mais on en rajoutait. Il dit simplement, moi, quand j'ai vu tous ces gagas que j'ai amenés dans mon autocar, je me suis amusé à leur faire peur. Un maçon dit, mais quand je faisais quelques travaux de réflexion, Monsieur Price m'a demandé de jeter une brique là là. en me disant, je vais la filmer, je vais la photographier. Et ainsi de suite. Voilà comment la liste s'allongeait. Ce n'est pas tout. On découvrit que la légende de la nonne était une invention pure et simple datant du XVIe siècle, qu'il n'y avait pas eu de fait à la base de cette légende qui se serait passée 300 ans plus tôt. On découvrit aussi, il y en avait des choses, que Harry Price n'avait pas eu que des complices volontaires et rémunérés. Parce qu'il y a des gens qui ont avoué, on a touché de l'argent pour être de l'autre côté d'une pièce, taper à travers le mur, pour qu'on puisse dire c'est à travers le miroir. Il a eu aussi, évidemment,
des complices, on va dire, involontaires. Dès que la lettre du révérend Smith, vous savez, qui avait tout déclenché finalement, était parue dans le journal, des étudiants pas très respectueux de l'équilibre psychologique de ce pauvre pasteur étaient venus faire les couillons, faire les fantômes sous ses fenêtres, et ainsi de suite. Bref, si on résume l'affaire du presbytère de Borlée, d'abord, on va dire que la documentation entassée par les enquêteurs est absolument fabuleuse. Mais elle montre comment la suggestion se transforme jusqu'à devenir une hallucination collective. Je vais vous donner un exemple précis qui est dans ce rapport de mes collègues britanniques. Il y a 30 personnes qui disent avoir entendu des clochettes mystérieuses sonner dans un corridor reliant la salle à manger du presbytère à la cuisine. Or, quand on voit les plans du presbytère, la salle à manger donnait directement dans la cuisine. On franchissait une porte et c'était tout. Il y a 30 personnes qui ont dit, en visitant le presbytère, quand nous avons pris le couloir qui mène à la cuisine, nous avons entendu des clochettes mystérieuses. D'accord. Bon. Et les meubles qui se déplaçaient ? Tout ça, c'était truqué. Ah oui. C'était truqué avec des fils, avec des gens qui poussaient dans la pénombre. Alors, est-ce que Harry Price, s'il avait survécu, aurait pu être accusé d'incendie volontaire? Parce que parce que du coup, oui, forcément. Ça a fini par dire... Bon, certainement pas. Je pense que ce pauvre illusionniste, qui était très célèbre et qui s'était illustré à bon droit, a été victime d'une espèce de panne de son disjoncteur psychiatrique. Bon, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais en tout cas, c'est le responsable d'un énorme gâchis scientifique. Et d'une énorme honte. Ouais. Alors finalement, à Borlée, il n'y a jamais rien eu qu'un spectacle mis au point à partir de rumeurs par un très grand professionnel. Comme quoi, il faut toujours se méfier et toujours prendre un petit peu de recul. C'était Les Clés du Mystère. On vous donne rendez-vous demain entre 13h30 et 14h30 en vous rappelant que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. Bon après-midi. Bye bye. 13h30, 14h30. Les Clés du Mystère sur Sud Radio.